On va pouvoir bientôt commencer en laissant tout le monde arriver. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire centré sur les actualités sociales depuis la rentrée. Donc, on voulait aborder, on s'est dit que ce serait pas mal de faire un petit point pour retracer les différentes actus de la rentrée. Comme là, on était dans une période un peu particulière depuis la dissolution de l'Assemblée en juin, du coup, qui a eu pour conséquence de mettre un point d'arrêt à tous les projets de textes en cours. Donc, on a eu une grosse période d'inertie jusqu'à à peu près fin septembre, voilà, ce qui a laissé le temps au nouveau gouvernement de se constituer, de dresser sa feuille de route et ses priorités. Donc là, on a des actus qui commencent à tomber, également liées au fait que voilà, on est dans la période du budget avec les projets de loi de finances et de financement de la Sécu. On commence à avoir pas mal d'infos voilà, des textes qui vont paraître d'ici la fin de l'année. Donc, on s'est dit que c'était pas mal de se faire un petit point sur tout ce qui s'était passé les dernières semaines. Donc, au niveau du sommaire, on a séparé en deux la présentation en faisant un premier point sur les actus sociales, donc, qui concernent plutôt les textes qui sont parus, les nouveautés qu'on a eues, même au niveau des positions de l'administration. Et pour finir avec un peu de jurisprudence et les thèmes qui, selon nous, voilà, pouvaient le plus vous intéresser dans votre pratique du droit social au quotidien. Donc, comme on est assez, juste un petit point sur le fonctionnement de la présentation, comme on est assez nombreux, on ne répondra pas aux questions à chaque fin, enfin à chaque thème abordé. On s'est dit qu'on se ferait un petit point question à la fin de la première partie sur les actus sociales et qu'on en ferait un autre sur la jurisprudence. Et voilà, bien sûr, on verra en fonction du nombre et de la teneur des questions comment on s'organise pour répondre. N'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas de manière distincte. Voilà, on a accès au chat, donc on le verra. Nous commençons avec les actus sociales. Donc ça, je pense que vous êtes tous au courant parce qu'on en a beaucoup parlé les dernières semaines et les derniers jours. Donc depuis le 1er novembre 2024, le SMIC a été revalorisé. Donc ça a été mis en place par un décret du 23 octobre et ça avait été annoncé par notre nouveau Premier ministre le 1er octobre 2024 dans le cadre de son discours de politique générale. Il avait annoncé une augmentation anticipée du SMIC qui était initialement prévue pour le 1er janvier 2025. Donc ça, c'est la revalorisation légale qui intervient chaque année. Donc là, cette revalorisation, elle est juste anticipée de 2 mois. Donc ce n'est pas un coup de pouce du gouvernement, comme on a déjà pu le voir au cours des dernières années. Le gouvernement vient revaloriser le SMIC en cours d'année. Voilà, ici, on vient juste avancer l'augmentation qui était prévue pour le 1er janvier. Donc cette revalorisation, elle est de 2% et elle a pour but de soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Voilà, ce qui est affiché après dans les faits, on verra si ça a un effet. Donc là, on vous présente les nouvelles valeurs du SMIC qui sont applicables depuis le 1er novembre. Donc pour le SMIC horaire brut, on passe à 11,88 €, donc une augmentation de 23 centimes brut. Et pour le SMIC mensuel, voilà, on passe la barre des 1 800 € brut avec une valeur de 1 801,84 €. J'appelle à votre vigilance si notamment vous appliquez à vos salariés les salaires minimums conventionnels prévus par votre convention collective, parce qu'il est possible que du fait de cette revalorisation du SMIC, eh bien, vos salaires minimums conventionnels soient inférieurs à ce SMIC. Donc, dans ce cas-là, il faudra bien que les salariés soient au moins au SMIC le temps que les partenaires sociaux renégocient pour aligner les minimums conventionnels sur cette revalorisation du SMIC.
Donc, sujet de l'assurance chômage qui traîne depuis très longtemps maintenant. Voilà, on vous refait un petit point pour vous dire où on en est justement de cette réforme. Donc, à l'issue de la dissolution de l'Assemblée nationale, le gouvernement avait, parce qu'on était en plein dans la réforme, on était en plein dans les négociations, donc le gouvernement a décidé de suspendre la réforme et de prolonger le régime qui était applicable jusqu'alors, jusqu'au 31 juillet 2024, donc par le biais d'un décret. Et ensuite, on a eu une prorogation à nouveau jusqu'au 31 octobre 2024. Voilà, le temps de laisser le nouveau gouvernement s'organiser et se mettre en place avant qu'il puisse reprendre les réformes en cours. Et là, donc, le gouvernement est bien en place depuis septembre. Et comme je vous l'ai dit, la nouvelle orientation a été définie depuis début octobre. Pour autant, ça n'a pas laissé le temps au gouvernement de réformer l'assurance chômage. Donc, on attendait un nouveau décret de liaison qui est paru le 30 octobre au journal officiel et qui vient à nouveau proroger jusqu'à la fin de l'année le régime tel qu'il est actuellement. Donc, on proroge le régime actuel de l'indemnisation, du coup, pour assurer la continuité du paiement des ARE aux assurés. Et on proroge également le système du bonus-malus qui permet de moduler la contribution chômage de l'employeur en fonction de leur recours à des contrats courts, type CDD, intérim. Donc ça, c'est dans ce secteur, notamment dans les hôtels, cafés, restaurants. Donc ceux qui ont ce système en place, voilà, vous êtes bien au fait, c'est prorogé de la même manière jusqu'au 31 décembre 2024. Donc pourquoi on est venu à nouveau proroger? Justement, ça va être pour couvrir la période des négociations sur cette réforme de l'assurance chômage. En fait, le régime de l'assurance chômage, il est négocié entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Donc là, les négociations, elles ont repris à compter du 22 octobre et on aura, je crois, 5 séances jusqu'à mi-novembre où on va discuter de cette réforme pour trouver un terrain d'entente, donc notamment sur les nouvelles règles d'indemnisation et également sur l'emploi des seniors. Tout en sachant que le but derrière tout ça du gouvernement, ça va être de réaliser des économies, voilà, comme on le sait tous dans tous les domaines. Donc, ce qu'on sait, c'est que les négociations, elles vont repartir du protocole d'accord qui avait été négocié justement en 2023 entre les organisations salariales et patronales, mais que le précédent gouvernement avait refusé d'agréer. Donc, on devrait partir de cet accord, plus rajouter des mesures bien spécifiques à l'indemnisation des seniors pour aboutir à la nouvelle convention d'assurance chômage. Donc, on aura toute cette période des négociations qui devrait prendre fin à la mi-novembre. Et en plus, donc, si le décret a prorogé les règles actuelles jusqu'au 31 décembre 2024, c'est également pour couvrir les délais de procédure d'agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage qui peuvent prendre jusqu'à 6 semaines. Donc voilà, en espérant que voilà, au 31 décembre 2024, tout soit OK pour que justement au 1er janvier, on puisse aboutir à l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Mais voilà, pour l'instant, prorogation jusqu'au 31 décembre de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, un autre point concernant l'épargne salariale, le partage de la valeur et du coup, les nouveautés qui en découlent. Donc, il y a en effet 3 nouveaux cas de déblocage anticipé pour tout ce qui est plan d'épargne entreprise. Donc, pour rappel, les sommes versées par un salarié sur son PEE, donc plan d'épargne entreprise, sont indisponibles pendant au moins 5 ans. Donc, c'est-à-dire que le salarié ne peut pas en bénéficier, sauf cas exceptionnels qui sont autorisés par le Code du travail. Donc, au départ, il y avait donc le mariage, PACS, naissance, divorce, les décès, les ruptures de contrat de travail. Je vous laisserai en prendre connaissance. Mais en effet, voilà, le salarié pouvait en bénéficier que dans ces cas-là. Et il a été rajouté donc 3 nouveaux cas qui sont les suivants. Et en vigueur donc depuis le 5 juillet 2024.
Donc, c'est les déblocages anticipés pour financer des travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale, mais aussi donc le déblocage anticipé pour acquérir un véhicule plus vert ou un cycle à pédalage assisté neuf. Et le troisième cas, c'est le déblocage anticipé dans le cas dans lequel le salarié donc, exerce une activité de proche aidant ou lorsque l'activité est exercée par son conjoint ou son partenaire de PACS. Donc, c'est un peu plus dans l'air du temps et du coup, ça permet en effet de pouvoir à contribuer, à aider le salarié à effectuer, par exemple, des travaux ou un achat d'un véhicule plus vert. Voilà. Et enfin, du coup, toujours concernant les plans d'épargne, entreprise et plans d'épargne retraite, il y a eu un rehaussement des plafonds de versement de l'employeur. Donc, petit rappel, donc l'employeur peut effectuer donc, des versements unilatéraux en dehors de tout versement du salarié, sous deux conditions. Donc, les sommes doivent être attribuées à tous les salariés qui respectent la condition d'ancienneté prévue par l'accord, enfin, ou en tout cas le règlement du plan d'épargne. Et ces sommes doivent être destinées donc à acquérir des actions ou des certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes. Ça, c'est un peu plus spécifique, donc pas hésiter à vous rapprocher de votre comptable et expert comptable pour ces sujets-là ou de votre assureur. À partir du coup donc, du 1er juillet 2024, le montant des versements unilatéraux par an et par salarié sera de 3 000 € normalement, avec certains cas à 6 000 €. Donc, ça fait écho au montant de la prime partage de la valeur. C'était le but de s'aligner, en tout cas, sur ces sommes-là. Et si l'employeur donc fait des versements unilatéraux, donc le plafond total de versement de l'employeur par an et par salarié sera de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale, au lieu de 8% précédemment. Et en ce qui concerne donc du coup le PERCO, l'employeur peut effectuer donc un versement initial et des versements périodiques en dehors de tout versement du salarié sous deux conditions. Les versements périodiques donc, doivent être attribués uniformément à l'ensemble des salariés. Il ne va pas y avoir de différence ou autre entre les salariés. Et la périodicité des versements initiaux et périodiques doivent être précisées dans le règlement. Et pareil, donc, pour tout ce qui est rehaussement des plafonds, à partir du 1er juillet, le montant des versements, du versement initial et périodique par an et par salarié passe à 3 000 €. Et pareil, 6 000 € dans certains cas. Et le plafond global de versement de l'employeur par an et par salarié est maintenu à 16% du PAS. Une autre nouveauté, toujours par rapport au partage de la valeur, là plus spécifiquement concernant la prime de partage de la valeur, on a eu plusieurs décrets en juin par rapport justement à ce partage de la valeur, avec toutes ces nouvelles mesures qui ont été mises en place. Donc, ce décret il est venu rendre applicable une mesure qui figurait déjà dans la loi de partage de la valeur de fin novembre 2023. Et justement, il nous manquait ce décret d'application pour pouvoir l'appliquer, appliquer la mesure qui, du coup, est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2024, donc à toutes les primes de partage de la valeur versées à compter de cette date. Donc, depuis le 1er juillet, les salariés ont la possibilité d'affecter leur PPV qu'ils ont perçu sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite, à condition bien sûr que l'entreprise en soit dotée. Donc, ça fait naître une obligation pour chaque entreprise qui a un de ces plans d'épargne. Elle doit remettre à chaque salarié une fiche distincte du bulletin de paie qui va prévoir le montant de la PPV, la retenue opérée au titre de la CSG-CRDS quand il y a de la CSG-CRDS et la possibilité d'affecter justement cette somme à l'un des plans. On précisera également le délai dont bénéficie le salarié
pour faire le choix d'affecter sa prime. Donc, c'est de 15 jours à compter du jour où il a été informé. Et si la prime est investie sur un plan, le délai à partir duquel les droits qui naissent de cet investissement peuvent être disponibles et les cas de déblocage anticipé. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Louise. Donc, on voit à travers ça qu'on se rapproche de plus en plus de ce qui est prévu pour les dispositifs d'épargne salariale, comme l'intéressement ou la participation. Donc, on voit vraiment la volonté du législateur de rapprocher de plus en plus la PPV de ces dispositifs. Donc, nous, quand justement, il faut être vraiment vigilant quand vous versez une PPV, parce qu'il y a vraiment un formalisme spécifique à respecter, des délais à respecter. Justement, il faut bien les remplir scrupuleusement, parce que c'est ce qui va permettre de sécuriser les exonérations de cotisations dont vous bénéficiez. Donc là, par exemple, par rapport à cette nouveauté, nous, on a mis à jour nos modèles de décision unilatérale pour prévoir ça. On informe bien les clients que s'ils sont dotés d'un plan, ils doivent remplir cette obligation envers leurs salariés. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez sécuriser le versement de la prime, parce que voilà, il y a beaucoup d'entreprises où on les verse d'une année sur l'autre, et voilà, on pense qu'en reprenant le document de l'année dernière, c'est bon, on sera en règle en cas de contrôle URSSAF ou de contentieux prud'homal. Sauf que là, comme on peut le voir, on a clairement sur cette prime des nouveautés chaque année, des nouvelles règles, des petits ajustements ou des nouvelles obligations de l'employeur, comme la remise de cette nouvelle fiche. Donc voilà, n'hésitez pas soit à nous solliciter pour qu'on réalise la décision unilatérale de mise en place, soit juste pour qu'on vérifie que vous avez bien rempli l'ensemble de ces formalités pour vous sécuriser en cas de contrôle URSSAF à l'avenir. Donc, on peut se demander quel est l'intérêt pour un salarié de verser sa PPV sur un plan d'épargne. C'est vrai qu'on a en tête que la prime de partage de la valeur est exonérée d'absolument tout, donc de cotisations sociales, de CSG-CRDS, d'impôt sur le revenu. Sauf que maintenant, c'est plutôt limité, puisque seuls les PPV versés aux salariés qui perçoivent une rémunération inférieure à 3 SMIC et aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés peuvent justement bénéficier de cette exonération totale. Dans les autres cas, on reste exonéré de cotisations sociales. Donc, pour l'employeur, finalement, c'est transparent. Lui, dans tous les cas, s'il verse une PPV en respectant les plafonds d'exonération, il sera exonéré de cotisations patronales. Par contre, c'est pour le salarié que ça peut avoir un impact. C'est-à-dire qu'un salarié qui perçoit une rémunération supérieure à 3 SMIC ou un salarié qui est employé dans une entreprise de moins 50 salariés, lui sera redevable de l'impôt sur le revenu et de la CSG-CRDS. Donc, ça peut être intéressant parce que finalement, pour ces salariés, on est sur le même régime social et fiscal que l'intéressement et la participation. Donc, c'est là qu'on peut comprendre la pertinence d'affecter la PPV sur le plan d'épargne. Alors, attention, on aura toujours la CSG-CRDS due, comme c'est le cas pour l'intéressement et la participation. Par contre, bloquer la PPV qu'il reçoit sur le plan d'épargne, ça pourra permettre de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu. Ce qui n'était pas possible justement avant cette mesure où le salarié ne pouvait pas verser la somme sur un plan. Donc, c'est vraiment pour ces salariés que ça peut être intéressant, puisque dans les autres cas, comme la PPV exonérée de tout, finalement, c'est plus intéressant de la percevoir tout de suite parce que la somme est directement disponible pour lui. Et on n'est pas à l'abri que dans les années à venir, on vienne encore restreindre les possibilités d'exonération d'impôt sur le revenu et de CSG-CRDS. Donc voilà, la pertinence de cette nouvelle mesure pourra être encore plus vraie dans les années à venir. Et enfin, pour clôturer cette petite partie sur le partage de la valeur et l'épargne salariale, on voulait vous faire un petit rappel sur le régime de l'intéressement pour les dirigeants d'entreprise. Pour rappel, voilà, si vous avez déjà mis en place ce genre de montage dans vos entreprises, le dirigeant peut bénéficier de l'accord d'intéressement à condition que l'accord
prévoit expressément qu'il peut en bénéficier. Donc, c'est-à-dire que dans le paragraphe sur les bénéficiaires, on indique que les salariés en bénéficient, mais que également les dirigeants ils sont éligibles. Et en plus de ça, l'entreprise doit employer au moins un salarié et moins de 250 salariés pour que le dirigeant puisse en bénéficier. On ne pourra pas mettre en place un accord d'intéressement dans une entreprise qui n'a pas de salariés, parce que voilà, clairement, ce serait juste de l'optimisation de l'optimisation sociale et fiscale pour le dirigeant, et c'est pas la vocation de l'accord d'intéressement. Parce que l'accord d'intéressement, globalement, il a pour but de répartir les bénéfices de la société entre les salariés. En fait, le dirigeant peut en bénéficier que par ricochet, que par voie de conséquence. Donc, la question, pendant longtemps, c'était de savoir comment on comptabilise un salarié à temps partiel dans une entreprise qui a un seul salarié. Donc, avant, on se référait au guide de l'épargne salariale de juillet 2014, qui venait prévoir expressément que la condition d'au moins un salarié était remplie, et ce, même si l'unique salarié de l'entreprise était à temps partiel. Donc certes, c'était simplement une position de l'administration qui ne liait pas forcément les juges en cas de contentieux, mais forcément avoir un texte de l'administration qui précise noir sur blanc que même si on a un salarié à temps partiel, le dirigeant peut bénéficier de l'intéressement, ça venait quand même sécuriser le montage et donc rassurer les employeurs pour prendre la décision de prendre ce risque, entre guillemets, de verser de l'intéressement quand notre seul salarié de l'entreprise était à temps partiel. Par contre, on a eu l'entrée en vigueur de la loi Pacte en 2020, qui est venue revoir les notions de calcul d'effectifs. Et pour l'intéressement, maintenant, l'effectif à prendre en compte, c'est celui selon le code de la sécurité sociale. Donc là, on a un calcul selon un effectif moyen. Donc concrètement, si on s'en tient à la lecture stricte de l'article du Code de la sécurité sociale, un salarié à temps partiel serait comptabilisé proportionnellement à sa durée du travail. Donc un salarié à mi-temps serait comptabilisé comme 0,5. Donc finalement, notre entreprise, elle aurait un effectif de 0,5 et pas de 1 salarié. Et donc forcément, on vient se dire, OK, mais est-ce que je peux quand même faire bénéficier le dirigeant de l'intéressement? Parce que ça remet un peu ça en question. Donc la problématique, c'est qu'on n'a pas eu de nouvelle position de l'administration suite à la parution de la loi Pacte, qui viendrait réitérer la position de 2014. On n'a également eu aucune jurisprudence qui est venue trancher ce point. Donc ça crée un peu une zone de risque. Alors on a des auteurs de la doctrine qui semblent considérer que l'effectif d'au moins un salarié serait quand même rempli si on a un salarié à temps partiel. Pour autant, comme on n'a pas de nouvelles positions et d'arrêts de tribunaux, on a un petit vide juridique par rapport à ça. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire d'accord d'intéressement et les faire bénéficier aux dirigeants quand on a un seul salarié à temps partiel. Ça veut juste dire qu'il faut être conscient de ça et que le dirigeant doit le prendre en compte dans sa prise de décision. Nous, à l'heure actuelle, on a eu quelques contrôles, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Mais voilà, comme à chaque fois pour les contrôles URSSAF, ça dépend du contrôleur, de la position qu'il a. Donc voilà, on voulait juste vous mettre une petite piqûre de rappel par rapport à ça pour appeler à votre vigilance si vous avez recours à un tel montage dans vos entreprises. Donc, on va vous faire un petit point donc, sur la réduction tarifaire sur les produits d'entreprise. Le BOT a été mis à jour à ce sujet. Donc, par principe, toute fourniture de l'employeur à son salarié d'un bien ou d'un service lui permettant de faire l'économie de frais qu'il aurait normalement dû supporter est un avantage en nature. C'est-à-dire que cet avantage doit être entièrement soumis à cotisation et à contribution sociale. Comme par exemple, vous voyez-vous souvent en paye, en exemple, voir comment fonctionne un avantage en nature véhicule. Vous voyez qu'à chaque fois, quand le salarié bénéficie d'un véhicule à titre personnel et professionnel, il y a une petite ligne en haut du bulletin de paye avec avantage en nature et en bas, en net, en moins,
pareil. Donc, en fait, l'avantage en nature est juste soumis à cotisation. Il y a des tolérances URSSAF concernant les réductions tarifaires accordées par les entreprises à leurs salariés sur les biens et les services qu'elles vendent, qui sont exonérés de cotisations sociales si elles n'excèdent pas 30% du prix de vente public. Donc, avant le 25 décembre 2024, cette tolérance s'appliquait uniquement aux biens et services vendus par l'entreprise. Le BOS a été mis à jour le 25 septembre 2024 et la tolérance s'étend également aux biens et services achetés auprès des fournisseurs et vendus par l'entreprise. C'est plus seulement les biens et services que vend l'entreprise ou fabrique elle-même. On peut se poser donc du coup la question donc, des biens non alimentaires invendus. Donc les réductions tarifaires, elles sont exonérées de cotisations et de contributions sociales dans la limite de 50% du prix public TTC, à condition de respecter la limite du seuil de vente à la perte. Il y a une précision donc, du BOS qui dit que si la remise excède 50%, la totalité du prix public TTC sera réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales et que ce ne sera pas seulement l'excédent, la partie donc, du coup, qui dépasse les 50%. Donc, bien faire attention sur tout ce qui est des avantages dont peuvent bénéficier les salariés au sein de vos entreprises, que ce soit à titre du coup qu'ils en bénéficient à titre professionnel, mais également à titre personnel. Bien faire attention à ça. Enfin, un petit point donc sur les activités sociales et culturelles. En effet, donc il y a une tolérance URSSAF qui existe jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, pour rappel, l'URSSAF prévoyait une condition d'ancienneté d'une durée de 6 mois maximum pour l'ouverture du droit aux activités sociales et culturelles. C'est quelque chose qui permet aux salariés donc, de bénéficier des activités sociales et culturelles via le CSE ou via l'employeur en l'absence de CSE. Il y a un arrêt de la Cour de cassation donc, du 3 avril 2024 précisant que la possibilité de subordonner donc, le bénéfice d'activités sociales et culturelles aux salariés à une ancienneté, les juges donc du coup interdisent la possibilité donc de subordonner le bénéfice des activités sociales et culturelles aux salariés à une ancienneté minimale. En gros, il est interdit de prévoir une ancienneté minimale pour que les salariés puissent bénéficier d'activités sociales et culturelles. La conséquence donc nécessité de mise en conformité par les CSE et les entreprises des critères pour bénéficier des prestations sociales et culturelles afin donc de supprimer toute condition d'ancienneté qui est prévue pour bénéficier donc aux activités sociales et culturelles de l'entreprise. Donc pour information, l'URSSAF du 30 juillet donc 2024 prévoyait donc une tolérance aux employeurs et aux CSE jusqu'au 31 décembre 2025 pour leur laisser le temps, en tout cas, de se mettre en conformité parce que souvent, ces entreprises ont un règlement qui explique comment fonctionne le bénéfice des activités sociales et culturelles aux salariés. Donc, en cas de contrôle URSSAF, pendant cette période de tolérance, l'URSSAF n'opérera pas de redressement s'il y a une condition d'ancienneté qui est prévue et donc s'en tiendra simplement à demander la mise en conformité pour l'avenir. Donc, attention, il s'agit d'une tolérance URSSAF qui sécurise les employeurs et les CSE en cas de contrôle URSSAF. Ça ne veut pas dire que s'il y a un litige prud'homal par la suite, que vous êtes protégé sur ce plan-là. Le salarié qui n'a pas bénéficié d'une activité sociale et culturelle, sur le fondement donc, de son ancienneté, pourra dorénavant du coup obtenir devant les juges compensation de la prestation qu'il n'a pas pu avoir. Voilà. Donc c'est bien juste une tolérance au niveau de l'URSSAF et non au niveau des litiges prud'homaux entre employeurs et salariés. Et donc, pour finir cette première partie sur les actus, on voulait vous faire un petit point sur les nouveautés qui nous attendent avec la mise en place du nouveau gouvernement, en vous parlant un peu des grandes orientations et en vous présentant les mesures envisagées dans le
projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, le nouveau Premier ministre, c'est Michel Barnier. Du coup, la ministre du Travail, c'est Astrid Panosyan-Bouvet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 1er octobre dernier, Michel Barnier a tenu son discours de politique générale et a détaillé, notamment en matière sociale, finalement les priorités qu'il aurait sur les réformes à tenir et ayant trait au droit du travail. Donc, ce discours, il permet vraiment de dégager les orientations, les priorités et l'esprit de ce qui est le plus important pour le nouveau gouvernement. Donc, il a détaillé plusieurs mesures. Il veut notamment, il enjoint les branches professionnelles de revaloriser les minima conventionnels qui sont inférieurs au SMIC. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et là, on aura finalement encore plus de branches concernées. On a beaucoup de branches professionnelles qui renégocient pas les minimums conventionnels après les revalorisations du SMIC. Donc, en fait, on se retrouve avec les premiers échelons des classifications de conventions collectives avec des valeurs inférieures au SMIC. Donc, finalement, les salariés doivent être payés au SMIC, alors que normalement, les minimums conventionnels doivent être au-dessus du SMIC, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc là, vraiment, le gouvernement, il met un point d'honneur à ce que les branches renégocient là-dessus pour qu'on n'ait plus de minimum conventionnel qui soit inférieur au SMIC. On a aussi des réflexions qui sont menées sur les dispositifs d'allègement de charges patronales actuellement en vigueur, parce qu'en fait, le gouvernement a fait plusieurs études et constate qu'il y a des employeurs qui n'augmentent pas leurs salariés pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisation, puisque souvent on a des seuils de rémunération, par exemple pour la réduction générale des cotisations patronales, ça s'applique uniquement aux salariés qui perçoivent moins de 1,6 fois le SMIC. Donc voilà, on voit que du fait de ce plafond, ça crée également un plafond d'augmentation pour les salariés des entreprises. Donc voilà, le gouvernement réfléchit à revoir ça. Et bien sûr, il y a un autre but caché derrière ça, c'est de faire des économies en revoyant ces dispositifs. On a aussi le gouvernement souhaite que le dialogue social se rouvre concernant la réforme des retraites, donc sur différents thèmes, l'usure professionnelle, l'égalité professionnelle, la retraite progressive, l'emploi des seniors et l'assurance chômage, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Michel Barnier a aussi souhaité remettre sur le devant de la scène les dispositifs d'épargne salariale, parce que pour lui, c'est grâce à ça, ça va être un levier pour lui pour booster le pouvoir d'achat. Forcément, ça arrange le gouvernement de remettre sur les épaules des entreprises le sujet de pouvoir booster le pouvoir d'achat des salariés. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on le voit, le gouvernement a vraiment l'impression que les dispositifs d'intéressement, de participation, d'actionnariat salarié ne sont pas assez utilisés. Donc, il y a déjà eu plusieurs mesures pour rebooster leur attractivité. Mais voilà, c'est encore pas ça. Donc, on verra ce qu'ils mettent en place pour essayer à nouveau de les remettre sur le devant de la scène. Donc, toujours l'objectif d'arriver au plein emploi. Donc, ça, c'était un des objectifs principaux du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc là, voilà, ce que Michel Barnier venait nous dire, c'est qu'ils vont travailler sur les dispositifs déjà existants pour atteindre cet objectif de plein emploi, donc notamment les territoires zéro chômeur, le RSA. Et voilà, on a aussi comme orientation du gouvernement un travail un peu sur les aides à l'apprentissage, ou même sur l'apprentissage de manière générale. Alors pour autant, ça aussi c'était un des gros objectifs du quinquennat, c'était de mettre le paquet sur l'apprentissage. On avait des objectifs de temps d'apprenti à la fin du quinquennat, donc on y allait à fond sur les aides. Et là, finalement, on se rend compte que ça coûte beaucoup d'argent, donc on veut un peu relativiser et
un peu fermer les vannes qu'on avait ouvert à fond en fait depuis le début du quinquennat. Donc a priori, on ne veut pas supprimer l'aide à l'apprentissage dont bénéficie l'employeur dans le cadre de la première année d'exécution du contrat, mais on veut quand même ajuster pour réduire leur montant. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'a priori, l'aide ne serait pas supprimée au 1er janvier 2025, mais passerait de 6 000 € à 4 500 € pour l'embauche d'un apprenti. Donc là, on n'a pas de texte définitif, donc on attend de voir. Pour rappel, les aides sont déjà supprimées depuis, je crois, le 1er mai 2024 pour le recours au contrat de professionnalisation. Donc voilà, toujours dans cette optique de faire des économies, mais quand même de ne pas mettre un frein au recrutement d'apprentis parce que ça reste une des volontés claires du nouveau quinquennat. Donc, on a eu les premiers projets de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. On a des nouveaux amendements un peu tous les jours, donc on n'a pas encore les textes définitifs. Donc là, c'est vraiment juste histoire de vous montrer un peu ce qui sera les thèmes qui seront dans ces textes de manière certaine, mais pour autant, voilà, on n'a pas tous les détails et toutes les mesures en pratique qui seront applicables. Donc là, d'ici la fin du mois de novembre, il y a les textes qui sont analysés par les deux assemblées. Donc forcément, les textes vont bouger. Et on a une promulgation des textes qui est prévue pour au plus tard le 31 décembre 2024. Voilà, et on s'attend quand même à une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel. Donc on ne devrait pas avoir les textes bien avant le 31 décembre. Donc, dans ces projets de loi, on a différentes mesures qui intéressent les entreprises. Ça va avec ce que je vous disais par rapport aux orientations du gouvernement. Ce qu'on voit dans l'esprit des textes, c'est qu'on a une vraie volonté de diminuer l'attractivité des 3 dispositifs d'exonération de cotisations patronales qui sont actuellement en vigueur. On aura une baisse des taux de réduction, également une réduction du champ d'application des rémunérations éligibles. Et on va fusionner, a priori, il y aurait une fusion des 3 dispositifs en 2026. Donc tout ça toujours dans l'objectif de faire des économies. Donc forcément, les dispositifs d'exonération deviendront moins intéressants pour les employeurs et potentiellement avec des mesures qui seraient même rétroactives depuis le 1er janvier 2024. Donc c'est ça qui pose un peu question. Le mois de décembre et janvier devraient être très animés pour les RH et les gestionnaires de paye pour potentiellement refaire tous ces calculs et appliquer le nouveau texte aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024. Une autre mesure qui nous interpelle vraiment, c'est par rapport à la prime de partage de la valeur. On voit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que dorénavant, les primes de partage de la valeur versées aux salariés seraient prises en compte pour vérifier la rémunération du salarié et pour vérifier si notre salarié est éligible à la réduction générale de cotisation. Avant, on ne l'intégrait pas du tout, la PPV. Et a priori, maintenant, on l'intégrerait pour vérifier l'éligibilité de la rémunération du salarié ou non. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans le texte, donc dans le projet de texte, comme je vous le disais tout à l'heure, le texte tel qu'on l'a maintenant ressemblera peut-être plus du tout au texte définitif qui paraîtra en décembre. Mais pour autant, on vient nous dire que cette mesure s'appliquerait au PPV versé à compter du 10 octobre. C'est la date à laquelle le projet a été présenté. Donc là, le problème, c'est qu'on se dit, là, les employeurs qui versent maintenant une PPV, potentiellement, ils pourraient avoir la mauvaise surprise à la fin de l'année de voir que cela a abouti à leur faire sauter la réduction de cotisation pour certains salariés. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, nous, à l'heure actuelle, faire un calcul définitif qui nous permette de dire, là, si vous versez 1 000 € à ce salarié, vous n'aurez plus la réduction. Par contre, si on s'en tient à 800 €, ça passera toujours. Parce qu'en fait, la réduction est recalculée chaque mois. Et d'autant plus là, avec les aménagements qui seront potentiellement applicables depuis 2024, on a un vrai manque de lisibilité à l'heure actuelle
pour les employeurs qui voudraient verser la prime d'ici la fin de l'année, parce qu'on ne sait pas quel impact ça pourrait avoir sur la réduction générale. Donc, le but, c'est quand même que vous ayez en tête que ça peut avoir des impacts et que vous l'intégriez dans votre décision de verser ou non la prime de partage de la valeur. Voilà, en sachant que ça peut potentiellement avoir un impact sur la réduction de cotisation. Comme je vous le disais tout à l'heure, le dispositif de l'apprentissage est interrogé justement parce qu'on voit que ça coûte très cher. Donc, on essaye d'aménager le régime pour faire des économies. Et en plus de la diminution des aides qui est envisagée, on envisage également d'assujettir à la CSG-CRDS la rémunération des apprentis qui excède 50% du SMIC, alors qu'actuellement, c'est exonéré. Et pareil, on envisage d'abaisser le seuil d'exonération des cotisations sociales à 50% de la rémunération des apprentis, alors qu'aujourd'hui, on est à 79%. Donc là, voilà, le delta de la rémunération entre 50% et 79% serait entièrement soumis à cotisations salariales et patronales, ce qui permettrait forcément au gouvernement de faire des économies, mais ce qui rendrait le recrutement d'un apprenti plus coûteux pour les employeurs. Comme autre mesure qui intéresserait les employeurs, on a également le report de l'indexation des retraites sur l'inflation qui serait reporté au 1er juillet 2025 au lieu du 1er janvier 2025, qui était la date initialement prévue. On aurait une reconduction des dispositifs d'exonération dans les BER, donc les bassins d'emploi à redynamiser, qui seraient prorogés jusqu'en 2027. Les exonérations ZFRR seraient reconduites avec une rétroactivité au 1er juillet 2024 et également pour les communes qui n'avaient pas été reclassées en ZFRR quand le dispositif avait été aménagé au 1er juillet 2024. Et voilà, on a aussi une suppression de l'aide des emplois francs à compter du 1er janvier 2025. C'est une aide qui a été reconduite d'année en année depuis plusieurs années et qui était quand même pas négligeable parce qu'elle pouvait aller jusqu'à une aide pour l'employeur d'un montant de 15 000 € pour le recrutement d'un salarié à temps complet en CDI, donc qui est versé sur les 3 premières années. Et cette aide, elle est applicable pour les salariés qui résident dans un quartier prioritaire de la ville et qui sont soit demandeurs d'emploi, soit qui sont sous contrat de sécurisation professionnelle ou qui bénéficient d'un dispositif d'une mission locale. Donc, on pouvait voir de manière assez simple si le salarié pouvait être concerné en regardant l'adresse de son domicile sur le site Sigville, qui nous permettait justement de voir s'il était résident dans un QPV. Et ensuite, on vérifiait avec l'employeur s'il était bien demandeur d'emploi avant. Donc ça, là, on sait que ces aides seront définitivement supprimées à compter du 1er janvier 2025. Donc, si vous avez des embauches prévues, n'hésitez pas à vérifier l'adresse du salarié ou à nous solliciter par rapport à ça. Et peut-être que ça peut valoir le coup d'anticiper le recrutement avant la fin de l'année, puisque c'est la date de conclusion du contrat qui compte. Voilà, pour ne pas passer à côté de cette aide à 3 jours près. Donc voilà, on verra dans les semaines à venir comment seront aménagées ces mesures, mais il va vraiment y avoir du nouveau en matière sociale pour les employeurs et voilà, pas forcément du positif, parce que le but c'est de faire des économies et les économies, on va les faire sur les entreprises à ce niveau. Donc voilà pour la première partie sur les actus sociales. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on fasse un dernier petit point sur quelques arrêts de jurisprudence. Là, je regarde le chat, mais j'ai rien de particulier pour le moment. Bon, on va enchaîner. N'hésitez pas à nous mettre les questions dans le chat. Donc, la deuxième partie concernant donc, la jurisprudence, notamment ce qui est des ruptures tardives de période d'essai et qui sont du coup considérées en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Donc, un petit rappel, l'employeur qui doit respecter donc un délai de prévenance pour rompre la période d'essai du salarié. Et le non-respect de ce délai de prévenance implique le versement d'une indemnité compensatrice. Mais la période d'essai rompue après son terme, du coup, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce que du coup, le salarié est considéré comme embauché par l'employeur et donc plus en période d'essai. Donc, on vous a mis deux petits exemples en dessous. Donc, un premier exemple, donc avec le contrat de travail du salarié qui prévoit une période d'essai de 4 mois et qui débute ce contrat de travail le 1er octobre 2024. La première hypothèse est l'employeur notifie au salarié la rupture de période d'essai le 15 janvier 2025. Donc, le délai de prévenance d'un mois n'est pas respecté. L'employeur aurait dû notifier la rupture au plus tard le 31 décembre 2024. Par conséquent, donc, une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, et cela jusqu'au terme du délai de prévenance. Donc cette indemnité est due au salarié jusqu'à la fin du délai de prévenance. Enfin, deuxième hypothèse, donc l'employeur notifie au salarié la rupture de la période d'essai le 3 février 2025, donc c'est-à-dire la période d'essai a eu fin le 31 janvier 2025. L'employeur a rompu donc postérieurement la période d'essai. Donc dans ce cas, en cas de contentieux prud'homal, les juges requalifieront la rupture de période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc versement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Donc bien faire attention sur tout ce qui est période d'essai et même du coup renouvellement de période d'essai, ne pas hésiter à vous rapprocher de votre juriste en droit social pour vous aider et vous aiguiller à ce sujet. Enfin, un point sur tout ce qui est renonciation à la clause de non-concurrence. Donc, on vous alerte un petit peu sur la forme pour cette renonciation qui demande de respecter un certain formalisme. Pour rappel, donc, la clause de non-concurrence, elle vise à limiter la liberté d'exercer du salarié après la rupture de son contrat de travail sur des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte sur un périmètre géographique bien défini et pendant une durée limitée. En contrepartie donc, de cette restriction, l'employeur devra verser au salarié une indemnité compensatrice étant donné qu'il ne pourra pas exercer librement ses fonctions. Donc, en pratique, au moment de la rupture du contrat de travail, les employeurs donc, ne souhaitent pas appliquer cette clause et y renoncent. Donc, pour cela, la renonciation à la clause de non-concurrence doit se faire de manière claire et par écrit. Donc, il ne doit pas y avoir de sujets qui ne soient pas clairs, et il doit respecter un délai et des formes prévues par la convention collective ou le contrat de travail. Donc, très souvent, si c'est prévu dans le contrat de travail, la clause de non-concurrence, il est bien précisé donc les conditions d'application, mais également les conditions de renonciation à cette clause. Donc, la jurisprudence confirme que si le contrat de travail prévoit une renonciation à la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception, un mail ne peut s'y substituer. Donc, bien faire attention en cas de renonciation, toujours bien vérifier le contrat de travail et vérifier la convention collective pour s'assurer que le formalisme est respecté, car le non-respect du formalisme implique que l'employeur n'est pas délié de son obligation de verser l'indemnité compensatrice et du coup devra verser à l'ex-salarié cette indemnité. Un autre arrêt par rapport au congé maternité et à la notion de rattrapage salarial au retour de congé maternité de la salariée. Donc, pour rappel, un rattrapage salarial doit être effectué par l'employeur au moment où la salariée revient de congé maternité. Donc, qu'est-ce que ça recouvre également? On a deux situations. Soit l'entreprise est couverte par un accord d'entreprise ou une convention collective qui prévoit
des garanties d'évolution spécifiques et des garanties de rémunération au retour du congé maternité. Donc, dans ce cas, on appliquera les dispositions de l'accord qui sont prévues en la matière. Soit si l'entreprise n'est pas couverte par un tel accord, là, on va s'en référer par défaut à la loi. Donc, le rattrapage salarial légal, en fait, ça signifie que la rémunération de la salariée, elle doit être augmentée des augmentations générales qui ont été appliquées dans l'entreprise et en plus de la moyenne des augmentations individuelles qui ont été pratiquées pendant son absence aux salariés qui occupent la même catégorie professionnelle qu'elle. Et s'il n'y a pas de catégorie spécifique, là, on aura comme référence la moyenne de toutes les rémunérations de l'entreprise. Et en fait, dans l'arrêt de Cour de cassation, la salariée, elle demandait ce rattrapage salarial, mais depuis le début de son congé maternité. Elle estimait qu'elle devait y prétendre depuis le moment où elle était partie en congé maternité. Et là, la Cour de cassation, elle vient repréciser que cette notion de rattrapage salarial, elle s'applique qu'au moment où la salariée revient de congé maternité. Donc, c'est à ce moment que l'employeur fait les calculs et voit l'augmentation qu'il doit à sa salariée. Mais par contre, on ne doit pas faire un rappel de salaire à ce titre depuis le début de son congé maternité. Donc là, voilà, la Cour de cassation est bien venue dire que le rappel de salaire n'était pas dû et que le point de départ du rattrapage salarial, c'est vraiment le retour de congé maternité. Il n'y a pas de notion de rétroactivité. Et enfin, un dernier arrêt, cette fois par rapport au congé parental d'éducation. Là aussi, en fait, le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé parental, il doit respecter une forme et des délais bien précis. Donc, on a deux distinctions. Si le congé parental, qu'il est directement accolé au congé maternité, la salariée doit informer son employeur par lettre recommandée ou lettre mise en main propre au moins 1 mois avant la fin du congé maternité. Si par contre, le congé parental ne suit pas directement le congé maternité, par exemple parce que la salariée a posé des congés payés entre-temps ou parce qu'elle veut déclencher son congé parental seulement après, elle doit informer son employeur au moins 2 mois avant la date du début du congé parental. Donc là, dans l'arrêt de Cour de cassation, c'était un papa qui avait informé l'employeur qui partait en congé parental seulement 5 jours avant le début du congé parental. Donc là, l'employeur lui dit non, en fait, tu n'as pas respecté les délais, donc ta demande, elle n'est pas fondée, donc tu me refais un courrier et du coup, tu partiras 2 mois après parce que c'est le moment où j'ai été informée. Donc, du coup, le salarié a différé son départ en congé parental en respectant la forme et les délais prévus. Mais pour autant, après, il a saisi le juge prud'homal et la Cour de cassation est venue nous dire que l'information tardive du salarié, ou alors si ça avait été un non-respect de la forme, ça n'a pas pour effet d'annuler le congé parental ou de différer le départ du salarié en congé parental. Donc là, dans notre cas, le salarié il était fondé à réclamer des dommages et intérêts. Donc concrètement, on a des formes et des délais prévus, mais finalement, on s'en fiche quoi. Si le salarié respecte pas, il partira quand même à la date qu'il a fixée dans son courrier. Donc ce qu'on peut vous conseiller, c'est de bien informer les salariés en amont. Vous pouvez leur rappeler les délais quand vous êtes au courant de la grossesse d'une salariée ou qu'un de vos salariés va devenir papa. N'hésitez pas à leur envoyer une petite note d'info sur les délais. Voilà, et à en parler, à pas hésiter à en parler un peu en amont, pour pouvoir éviter ce genre de problématique et vous retrouver dans une situation où du jour au lendemain, vous n'avez plus votre salarié et vous devez réorganiser un service. Voilà, il y a beaucoup de règles. En fait, dès que ça touche à la paternité, maternité, les règles en droit du travail sont très protectrices. Donc, l'employeur n'a pas beaucoup de latitude. Donc, il ne faut pas hésiter en amont à bien rappeler les règles pour éviter ce genre de déconvenus. Donc, voilà ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous. Je vais regarder le chat parce que j'ai vu qu'il y avait une ou deux questions.
Alors, par rapport au sujet de la rupture de fin de période d'essai, est-ce qu'il est possible de rompre le 15 janvier dans l'exemple et de payer une indemnité compensatrice pour février, le salarié ayant une fin de contrat au 31 janvier? Oui, en fait, dans le courrier, vous pouvez tout à fait prévoir que le salarié sortira des effectifs à une date sans respecter le délai de prévenance. Et en fait, il faudra calculer le delta qui n'a pas été respecté. Et pour ce moment-là, pour cette période, vous verserez l'indemnité compensatrice. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de situations où quand on prend la période d'essai, soit le salarié, soit l'employeur veut que le salarié quitte vite les effectifs. Et dans ce cas, on préfère payer une indemnité compensatrice et plus avoir le salarié dans le service plutôt que le garder jusqu'au bout, alors même que vous êtes dans les temps. Donc ça, ce que vous indiquez, c'est totalement possible. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, après la présentation, il y aura un replay de la présentation qui sera mise en ligne sur notre site, où vous pouvez retrouver aussi sur LinkedIn. Et voilà, si vous souhaitez le support, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous l'envoie et à revenir vers votre interlocutrice habituelle si vous avez des questions. Voilà, merci à tous pour votre attention et bonne journée. Bonne journée, merci. À bientôt. Au revoir.